Bonjour, bienvenue dans cet épisode 1 du Flammcast. Comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, j'avais envie aussi de me présenter pour qu'on puisse se connaître, qu'on puisse avancer ensemble dans cette belle aventure qu'est le Flammcast. Donc aujourd'hui, je me prête à l'exercice, tout seul, de me présenter et de suivre la trame que j'ai imaginée pour les prochains invités qui participeront à cette émission. L'objectif est de vous familiariser avec les différentes parties qui composent cette émission et qu'on apprenne aussi à se connaître. On y va? Je me présente, je m'appelle Flavien Denécher, j'ai 32 ans et je suis originaire de la région parisienne. J'entreprends depuis maintenant à peu près 10 ans. Donc mon métier de base c'est directeur artistique, je suis entrepreneur à la communication essentiellement, mais il m'est arrivé dans mon histoire d'intervenir sur d'autres projets, sur des business qui n'ont rien à voir avec la communication, mais où effectivement mes connaissances, mes expertises, devrais-je dire, ont profité à ces projets. Actuellement, je dirige l'agence de publicité Sembrain, qui est une agence de communication slash de publicité, qui a pour vocation de vraiment donner accès à la stratégie, à la communication et au design à des entreprises pour effectivement les aider à se développer et à marquer les esprits de leur audience. L'idée, c'est que j'ai vraiment voulu simplifier les relations entre annonceurs et agences. Et dans ce sens-là, j'ai voulu supprimer une partie des collaborations qui étaient souvent chronophages, qui pouvaient amener aussi des petites tensions, entre guillemets, qui est la partie de commercialisation, la partie de négociation. Donc aujourd'hui, l'agence ne se focalise que sur son travail, dans le sens où notre tarification est très claire et très simple. C'est que vous pouvez engager l'agence soit 15 jours, soit 30 jours, avec des tarifs qui sont déjà établis, et vous accédez dans cette période-là à toutes les expertises et compétences de l'agence. Bien entendu, il y a toute une organisation, tout un process qui est mis derrière, qui permet de garder cette transparence qui m'est chère, pour pouvoir être le plus efficace possible sur la réalisation des projets clients. Comment ça s'est construit? Ça s'est construit au moment où je suis arrivé dans le Grand Est, donc ça doit faire 1 an et demi maintenant. Donc j'étais installé sur Nancy à l'origine. J'étais venu, pourquoi? Parce que je devais rejoindre un projet porté par des amis et qui malheureusement c'est pas fait, hein. Je vais pas casser du sucre sur le dos des gens, mais voilà, les conditions n'étaient pas faites pour que le projet soit bien géré et que je m'intègre dedans à 100%. Sachant que j'avais quitté Paris un peu du jour au lendemain, il a fallu rebondir, tout simplement. Et je suis retourné à mes premiers amours, qui étaient effectivement la communication, le fait d'entreprendre et de créer une agence qui a du sens. Et donc voilà, Sembrain est né il y a à peu près 1 an et demi de ce fait-là. Les erreurs et les difficultés rencontrées. La structure reste jeune, donc aujourd'hui, je peux pas dire qu'il y ait eu tant d'erreurs que ça. Par contre, effectivement, il y a des difficultés. C'est un secteur qui est pas évident. Et je dois avouer qu'aussi, j'ai eu du mal à comprendre comment fonctionnait ce secteur-là. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu une agence de 2013 à 2017, et je me focalisais beaucoup sur cette expérience-là pour pouvoir construire Sembrain. Sachant que le monde aujourd'hui évolue très vite, que les modes de consommation ont énormément changé, que la manière de faire du business ont énormément changé. Et il y a eu plusieurs mois de doutes, de questionnements et d'essayer de comprendre ce qui se passait, et surtout ce qui se passait pas. Pourquoi à cette époque-là, l'agence tournait bien, elle tournait assez naturellement, on va dire, et pourquoi aujourd'hui c'est plus du tout la même chose, le contexte n'est plus le même, et je n'arrive pas à porter l'agence aussi rapidement que ce que j'avais pu faire en ce temps-là. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est d'être assez flexible aussi et de ne pas se dire que ce qu'on pense est une vérité vraie, et qu'il faut surtout se remettre en question continuellement et essayer de creuser, fouiller, questionner, prendre des rendez-vous avec des gens, discuter avec des gens, partager pour pouvoir se remettre en question et effectivement avancer et développer des nouvelles manières de faire. Vous voyez, je vous parlais au début du mode de fonctionnement par rapport au forfait.
c'est une chose, je me souviens quand j'étais avec ma première agence, c'est une chose qui était inconcevable pour moi. Enfin, je ne voulais vraiment pas adapter ce mode de fonctionnement-là parce que dans ma tête, c'était pas normal. Une agence devait fonctionner tarif jour ou tarif horaire et que c'était un peu à la tête du client et que chaque expertise avait son coût et que voilà, c'était comme ça. Donc je suis content d'avoir remonté ce projet déjà d'une parce que passion, mais aussi deux, ça me permet moi de continuer à grandir en tant qu'entrepreneur et ça me permet d'avoir cette résilience en fait, cette remise en question pour pouvoir continuer à avancer et porter les projets. Ce qu'il en est de l'avenir de ce business-là, bah, ce qui est intéressant, c'est que là, ce nouveau modèle, ce nouveau business model est assez récent. Ça fait que quelques semaines qu'on l'a lancé. On a des très très bons retours de la part des clients existants de l'agence, mais aussi sur des nouveaux prospects. Donc je suis vraiment confiant. Je pense que je vais continuer à développer l'agence dans ce sens-là. La particularité aussi, c'est que j'ai voulu splitter la partie digitale. Donc il y a le lancement de 144 DPI qui est vraiment l'agence digitale de SEMbrain, donc elle qui fonctionne encore sous un modèle plus classique, on va dire, et le Flamcast. Le Flamcast qui est un projet qui m'intéresse énormément, que j'aimerais vraiment porter jusqu'au bout et faire de belles choses avec pour l'avenir. Donc là, l'idée, c'est de passer à la partie 2, la partie point of view, comme je l'ai appelé, qui est en fait de donner des sujets globaux, des sujets assez vagues, et de demander notre avis, de donner son avis par rapport à ces sujets-là. Premier sujet, effectivement, qui peut arriver sur la table, ça peut être la partie RH, la vision du RH aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans le fait de monter un business en France, parce que bon, notamment dans le Grand Est. Si je peux donner mon avis sur le RH. Le RH, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel, parce qu'on construit une aventure à plusieurs, on construit un business à plusieurs et on construit une histoire. Maintenant, c'est très difficile aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai des difficultés aujourd'hui à trouver des personnes qui sont vraiment motivées à impliquer dans un projet. Alors peut-être que le problème vient de moi. C'est une chose que je vais devoir creuser aussi avec le temps, de savoir quelle est ma vision du business, qu'est-ce que je diffuse en fait autour de moi par rapport à ça. Est-ce que les personnes comprennent bien? Est-ce que les gens en face de moi sont vraiment réceptifs, etc. Et d'être peut-être aussi plus rigoureux dans ma manière d'intégrer les gens à des projets pour m'assurer que leur motivation, mais aussi leur volonté, parce que je pense qu'il y a une question de volonté dans le sens où est-ce que les personnes qui doivent être impliquées dans le projet ont des choses à gagner. Et ça, c'est hyper important parce que c'est comme une collaboration business en fait. C'est que la personne qui travaille, elle travaille pour quelque chose, donc notamment pour de l'argent, mais il y a aussi d'autres aspects qui peuvent rentrer en compte, le fait de s'épanouir, le fait de se challenger, le fait d'apprendre des choses. Il y a tous ces points-là qui doivent être raccords et qui doivent fusionner pour pouvoir fonctionner. Donc aujourd'hui, la partie RH, je suis vraiment je suis mitigé sur comment ça va se passer et sur mon point de vue là-dessus. Je suis pas encore au clair, on va dire. Sur la partie commerciale, je suis un peu un boomer. Franchement, je suis un boomer là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai un peu testé des choses. Alors peut-être certains diront que j'ai pas testé à fond, que je me suis pas donné les moyens, etc. Mais on voit énormément de stratégies de cold mailing qui sortent avec de la prospection offshore. On voit aussi des techniques via LinkedIn, des choses comme ça, d'envoi massif de messages. Moi, étant boomer, comme je l'ai dit, et très humain, je pars du principe que le business se crée à partir du moment où il y a vraiment une relation qui est établie et surtout une relation de confiance et qu'on a le temps de pouvoir exposer ses idées et le meilleur commercial n'est pas là pour vendre, en fait il est là pour répondre à un besoin. Moi je pense qu'aujourd'hui la création de besoins, en tout cas sur mon métier, n'a plus besoin d'être fait parce que la communication c'est quelque chose qui est primordial pour que les entreprises se développent et je pense que la majorité des entrepreneurs, porteurs de projets, gérants de société le savent. Donc, pas spécialement besoin de forcer pour faire de la vente. Là, moi, la chose sur laquelle je me concentre le plus, c'est de valoriser l'expertise et les compétences de l'agence. Parce qu'on a une agence qui est vraiment très forte. On a quand même des talents au sein de l'agence qui sont en freelance, mais qui restent des gens qui travaillent avec nous. Et il y a du talent, il y a de l'expertise. Donc c'est surtout ça que j'ai envie de valoriser et de promouvoir à travers l'agence. Et surtout d'être visible en fait. La problématique pour moi sur l'aspect commercial, c'est surtout la visibilité et d'être interrogé. Après, je sais que
que notre offre est quand même assez irrésistible en plus de nos réalisations. Donc moi, la partie commerciale, je la gère plutôt comme ça et je pense que c'est important, sachant que si je peux donner un avis plus global, j'ai l'impression que pas mal de personnes s'attardent plus sur comment faire de l'acquisition de leads plutôt que de travailler leur offre. En fait, une offre se vendra d'elle-même si elle est bien conçue et si elle s'adresse aux bonnes personnes. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est ça, c'est constituer une offre qui est vraiment différenciante, une offre qui apporte de la valeur. C'est une différenciante, ça ne veut pas forcément dire moins cher, hein. Ça peut être vraiment plus cher, mais qui a vraiment une plus-value et quelque chose à apporter par rapport à la cible que vous avez. Et de focaliser sur le fait d'être visible et de faire comprendre ce que vous faites et dans quel moule vous le faites, en fait, tout simplement. C'est vraiment. En tout cas, moi, c'est le chemin que je vais prendre aujourd'hui par rapport à SEMrush. Fiscalité administrative, gestion d'entreprise. Chiant, chiant, chiant de fou, tout. Non, sincèrement, c'est des choses qui sont hyper importantes et je me suis un peu mis du plomb dans l'aile. Alors, la chance, entre guillemets, d'avoir une activité qui n'est pas tant régulée que ça par rapport à d'autres activités. Bon, je dis ça, après, il y a quand même des notions de RGPD, etc. à connaître, mais c'est plus dans de l'opérationnel pur. Aujourd'hui, une société comme SEMrush se gère comme une société classique. Et ce que je voulais dire, moi, c'est plus un retour d'expérience par rapport à ça, qui est très importante. C'est que sur la première structure que j'avais montée de mon jeune âge, le fait que cette société soit partie en liquidation, c'était seulement un fait de gestion d'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, une société n'est viable qu'à partir du moment où sa gestion est bien faite et que tout est carré. Parce que on a beau avoir le meilleur produit du monde, si demain, et qu'on fasse des ventes, hein, parce que c'est un truc qui est dingue aussi, c'est que nous, sur Blackwood, la société, en termes de business, tournait très très bien. Et c'est juste que je gérais pas la boîte, quoi, tout simplement. Je gérais pas la boîte. Ça me faisait chier, j'étais jeune, je préférais m'amuser et faire des dessins. Et ça a amené à la perte de cette belle entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un point qui est crucial pour moi, c'est un point que je fais avec rigueur. Et c'est un conseil que je donne au plus grand nombre de vraiment faire attention à ça pour pouvoir évoluer, quoi, tout simplement. Là, on peut passer sur une partie plus organisationnelle, donc en termes de méthodologie. Je pense que c'est une chose qui est hyper importante de pouvoir vraiment trouver sa manière en fait de travailler pour être le plus efficient possible. Alors efficient, ça ne veut pas forcément dire réussir à trouver des méthodes pour faire du 8h-23h tous les jours et pas être fatigué, hein. Rien à voir. Moi, je suis même plus partisan de dire à mes collaborateurs, si demain vous quittez le taf à 13h, mais quittez le taf à 13h, tant mieux. Pour moi, j'ai une vision très résultat en fait de mon job. Je pars du principe que une fois que le taf il est fait, enfin, faire le taf est la chose la plus importante. L'idée, c'est pas forcément de le faire le plus rapidement possible ou d'être en retard. L'idée, c'est de le faire dans le bon timing. C'est de définir un timing qui est raisonnable, un timing qui va laisser le temps de bien produire, d'amener des vraies réponses et des réponses constructives et de ne pas dépasser ce délai-là. Et puis voilà, c'est ça la clé, à mon sens. Après, il y a différents outils qui sont disponibles, hein, les Asana, les Monday, les Trello, les Notion. Ça, c'est libre à chacun de trouver la bonne méthode. Moi, je vous avoue que j'ai longtemps utilisé Notion, que je délaisse de plus en plus aujourd'hui parce que je me rends compte que trop compliqué en fait. L'application est tellement libre que ça nous laisse l'opportunité de créer des process qui sont peut-être trop lourds. On n'est tellement pas guidé par l'application qu'en fait on va dans tous les sens et on est obligé de retravailler ce process tous les 4 matins. Et qu'en plus, au moment où on a créé le process, on l'a créé avec notre vision. Cette vision-là n'est pas forcément la même vision qu'ont les gens qui travaillent avec nous. Donc il y a tout un phénomène aussi de déploiement et d'enrôlement en fait, des gens avec qui on bosse qui est hyper complexe en fait. C'est hyper compliqué, ça prend du temps, c'est jamais bon, on est obligé de s'adapter à 100%. Et surtout, pour ceux qui connaissent Notion, le fait que Notion soit hyper libre et qu'on puisse faire tout et n'importe quoi avec, la problématique c'est qu'on est tenté en fait de tout chambouler du jour au lendemain. Ah bah oui, c'est facile, regarde, je supprime ça, je remets ça, je fais ça.
c'est compliqué, c'est trop compliqué pour moi. Donc voilà, pour cette partie plus organisationnelle, très compliqué à dire. Sur le fait de construire son projet. Ce qui est important quand on construit son projet ou son offre, hein, j'ai mis les deux en même temps, c'est que on doit déjà être sincère avec ce qu'on fait, à mon sens. Je n'ai jamais vu un business marcher où le porteur du projet n'était pas sincère avec ce qu'il faisait, dans le sens où il croyait réellement à son produit et aux atouts qu'amenait son produit ou son service. Donc déjà, il y a une question de sincérité derrière. Moi, pour prendre mon cas, je suis passionné de mon métier. Avant même de faire du business, j'étais directeur artistique. Et c'est un métier que je ne quitterai jamais, à mon sens, parce que j'adore ça. Maintenant, c'était aussi compliqué pour moi de construire mon offre autour, parce que moi, j'aime tellement faire ce que je fais. Je conçois pas forcément, quand je suis plus jeune, le fait de vendre, en fait, ce plaisir que j'ai. Donc il y a ça. Et, euh, et la construction d'une offre se fait aussi, à mon sens, sur le fait de simplifier les choses, en fait. Surtout sur de la prestation de service comme moi, comme SamBrain. Notre rôle, c'est de soulager le client et de lui amener des solutions qui sont simples, qui sont compréhensibles et qui sont efficaces. Donc, nous, notre rôle en tant que porteur de projet, c'est de répondre à ces choses-là. Avant même de vendre le produit ou le service, c'est de dire, voilà, le fait d'accéder à ce produit ou à ce service, ce sera simple. Donc voilà, l'offre, elle va se construire comme ça. Et après, y a toutes les notions de pricing, etc., de comment on va réussir à établir le prix. Bah, c'est à vous de le savoir, hein. Je n'ai pas de recette magique, sachant que je ne fais pas de marketing. Mais il y a des méthodes, hein, de calcul plus comptables. Je sais même pas ce que je pourrais rajouter à ça, hein. Je vous avoue, moi, mon offre, elle a été calculée par rapport au TJM, donc au taux journalier moyen, et voilà, c'était le plus simple possible. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer l'offre à sa rentabilité, enfin de trouver une rentabilité à l'offre. Parce que je peux vous donner un exemple, c'est intéressant. À côté de SamBrain, avec des amis, on a créé un atelier, donc l'atelier Bizarre Empire, qui avait pour vocation de proposer des objets personnalisés aux sociétés. En plus, sur le principe, hyper charmé, parce que ça crée de la synergie entre SamBrain et l'atelier, parce que les clients de SamBrain peuvent avoir des besoins sur ces sujets-là, et ça faisait un cercle un peu vertueux de propositions de valeur, en tout cas d'upsell, si vous voulez. Donc on se lance là-dedans, etc. On commence à faire nos premières ventes. Ça se passe bien, c'est sympa. On investit quand même un petit peu d'argent aussi pour les machines et les stocks. Mais franchement, sur le papier, ça se passe très bien. On en vient à un stade où on se dit qu'on va être peut-être un peu plus rigoureux sur le fait de calculer des pricing et de pouvoir faire des offres. C'est là où c'est cool d'être sur ce sujet-là de l'offre. C'est qu'on a remarqué que certains de nos clients souhaitaient faire de la revente par rapport aux produits qu'ils faisaient personnaliser chez nous. Donc ça veut dire que nous, ça nous amenait dans une configuration où on devait calculer effectivement notre prix de vente en ayant une marge qui soit quand même correcte et qu'en même temps, sur ce prix de vente, il y ait une marge supplémentaire qui peut être appliquée pour avoir un prix public pour que nos clients puissent vendre à leurs clients. Donc déjà, ça a amené une difficulté par rapport à ça parce que c'est des business, et ça je l'ai compris après, qui ne marchent qu'à la quantité en fait. Nous, on avait pour vocation, vu qu'on était un truc un peu artisanal, de donner accès à des quantités moindres, parce que c'est ça qui est chiant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des objets personnalisés pour votre société, mais c'est hyper chiant. À chaque fois, c'est du 100 quantités minimum, alors qu'on n'en veut que 25. C'est hyper contraignant, c'est hyper chiant, et nous, on voulait supprimer ça. Donc, on en vient au fait de se dire, bah, en fait, pas possible du tout. Mais on restait quand même avec des marges hyper intéressantes sur le fait de vendre du goodies et pas du merch. Donc c'est là où je fais le distinguo. Merch, c'est quand il y a de la revente derrière. Goodies, c'est vraiment pour que la société elle puisse donner en cadeau ou à ses collaborateurs les produits personnalisés. Et même en ayant de belles marges, on s'est rendu compte très rapidement que le volume d'affaires qu'il fallait amener pour pouvoir avoir une structure qui tenait la route était monstrueuse. Franchement,
fallait avoir une quantité de commandes qui était au-delà de nos possibilités. Et c'est ça qui est ouf, c'est que on peut, on peut très bien avoir un produit qui est sur le papier rentable et où on fait des belles marges. On avait des produits, on faisait 200% de marge, hein. Mais au final, c'est pas parce qu'on en vend un que le projet en lui-même est viable. Et c'est ça qui est hyper important aussi quand on construit son offre et qu'on construit son projet. C'est pas seulement se dire, ah bah tiens, je vends un morceau de pain à 1 euro, il m'a coûté 30 centimes, j'ai gagné 70 centimes. Non, c'est de voir à la fin du mois ou à la fin de l'année, de se dire, putain, en fait, je dois écouler 2 millions de baguettes ou de morceaux de pain pour pouvoir en vivre et surtout pour avoir aussi des fonds pour pouvoir réinvestir et faire avancer le projet. C'était dingue, franchement, c'était ouf. Donc voilà. Sur la partie communication marketing, hyper intéressant aussi. J'ai plein de trucs à dire. C'est des points qui sont pas négligés, qui sont trop souvent négligés. Alors attention, ok, je comprends ce que vous êtes en train de vous dire. Il a une agence de publicité, il va vendre son truc. Non, non, je suis je suis très honnête vis-à-vis de ça. Pour vous dire, il y a même ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des clients qui venaient me voir où je leur disais que concrètement, la taille de l'agence, la façon de bosser de l'agence n'était pas adaptée à leurs besoins actuels et qu'on arriverait potentiellement à collaborer ensemble dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il faut faire aussi en fonction de son stade de développement, de son stade d'avancée. Aujourd'hui, une société qui se lance, je dis une connerie, mais demain, il y a quelqu'un qui crée une boucherie, très beau métier, il y a effectivement aussi besoin de la communication sur ces domaines-là et qui a envie de valoriser son savoir-faire à travers ça. C'est ça qui est important, c'est de communiquer surtout pour valoriser un savoir-faire et dire venez me voir, ma viande elle est bonne, etc. Cette personne-là, en lançant sa première boutique, n'aura pas spécialement besoin d'une agence, mais pourra se tourner par exemple vers un freelance qui lui fera un peu de social media, qui lui créera son premier logo et qui lui fera potentiellement une landing page pour qu'il il ait une présence sur Internet. Maintenant, s'il en vient et qu'il travaille bien à développer une deuxième boutique, une troisième boutique, une quatrième boutique, effectivement, là, à ce moment-là, un freelance aura peut-être pas assez d'expertise ou de compétences pour pouvoir accompagner au mieux le développement de ce boucher et lui proposer des services qui sont adaptés à ses besoins. Et c'est là, à ce moment-là, où SEMbrain ou d'autres peuvent intervenir et amener une plus-value, créer une plus-value. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est important, mais il faut aussi le faire à son niveau. Vraiment le faire à son niveau. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être mises en place qui sont pas forcément très onéreuses, mais qui doivent être faites. Par contre, là où je suis vraiment convaincu, c'est qu'à n'importe quel stade, une société doit communiquer régulièrement auprès de son audience pour continuer à exister. Maintenant, il y a des manières de faire. Si vous commencez votre business, vous n'êtes pas obligé de faire du 4 par 3. Notamment que du 4 par 3 dans le métro vous apportera rien. Si votre produit n'est pas bien construit, si votre marketing n'est pas bien construit, si vous ne connaissez pas votre public. Et ça, en fait, vous le connaissez avec le temps, vous l'apprenez avec le temps. Donc il y a des genres de steps à respecter où vous n'êtes pas obligé de balancer la sauce tout de suite. Allez-y progressivement et je pense que la communication doit vraiment se résoudre comme ça et, euh, et vraiment se matérialiser comme ça. Mais c'est vraiment des points à prendre en compte, c'est hyper important. Et surtout, faites-vous accompagner. Si vous n'y connaissez rien, c'est normal, c'est un métier. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous accompagner, poser des questions et écouter les retours. Et faites-vous votre avis aussi, hein. Le but, c'est de se former sur tous ces sujets-là. Voilà, je sais plus ce que je voulais rajouter, mais c'est hyper important. Voilà. Troisième partie, c'est les selon toi. La question qui est posée, c'est quelle est une des difficultés que tu as rencontrées et que tu as réussi à résoudre, la solution dont tu es le plus fier. Moi, sincèrement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des emmerdes tous les jours. Tous les jours, il y a des problèmes, il faut les résoudre, il faut trouver une solution. Maintenant, je vous avoue que, bon, récemment, la chose dont je suis assez fier, c'est effectivement d'avoir réussi à remodeler SEMbrain de manière à trouver un nouveau modèle économique qui, à mon sens, fonctionne et qui, en plus, est une vraie plus-value par rapport à nos clients, à nos prospects. Ça, je trouve ça, moi, je suis vraiment très fier de ça. Après, dans ma vie, il y a pas mal de choses que j'ai voulu créer et que
où j'ai dû me dépasser un petit peu. Je peux vous donner notamment l'exemple d'une plateforme e-commerce que j'avais créée avec un des clients de ma première agence, qui était Passion Spiritueux, qui est une plateforme qui avait pour vocation de vendre des spiritueux 100% français, mais vraiment de passionnés. C'était vraiment un business de passionnés, plateforme e-commerce classique, à faire des stocks, etc. Et donc ça, c'était développé maison, hein. C'était un truc qu'on a... Je pense que le projet, sincèrement, on a dû mettre un mois de l'idéation, donc le fait d'avoir cette idée de créer la plateforme et et le moment où on sortait la plateforme. C'était un projet très très rapide, donc qui en soi a bien fonctionné, mais on s'est rendu compte que le business des spiritueux, c'était surtout sur de la quantité, enfin en parallèle avec l'atelier. Ça fonctionne beaucoup à la quantité, c'est pour ça qu'énormément d'alcooliers, enfin de producteurs d'alcool, de bière, etc., passent par des distributeurs, parce qu'en fait la vente de spiritueux est rentable à partir du moment où on fait de la grande quantité. On n'avait pas l'étoffe d'un Nicolas, c'était clair et net, et on s'était dit que la solution ce serait de passer en marketplace. Et c'était ça qui était intéressant, c'était de se dire, bah putain, on voit que la vraie problématique elle est là. Le fait de passer en marketplace, les producteurs de toute manière ils ont l'habitude d'envoyer des palettes et des palettes. Potentiellement, quand il y a des commandes pour particuliers, bah boum, ils grèvent ces commandes de particuliers aux palettes qu'ils expédient. Et puis comme ça fait des économies pour tout le monde. Et nous, on peut trouver notre marge là-dessus. Donc voilà, c'est le genre d'événements qui se sont arrivés et qu'on a réussi à combler. Après, il y en a eu tellement, franchement. Je pense que je pourrais faire un podcast déjà que sur toutes les histoires qui nous sont arrivées à Blackwood. Parce que comme je vous l'avais dit, c'était une agence que j'avais montée très très jeune, donc franchement une connaissance du métier proche du zéro, mais où on sortait des projets incroyables parce qu'on avait la motivation d'y arriver et qu'on se mettait aucune limite. Mais c'était dingue, c'était pas mal de bricolage aussi. Donc voilà. J'ai pas non plus envie que ce podcast dure des heures, et je pense que l'exercice sera d'autant plus intéressant quand j'aurai le premier invité, donc qui est déjà programmé pour le coup. Et je vais vous laisser sur un petit mot de la fin. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce premier épisode, qui est un format un peu particulier, je le répète, hein, de base il y a des interactions, le but c'est d'avoir du partage, de base il devrait y avoir une tarte flambée, j'en ai même pas. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus, savoir ce que vous en pensez, et j'espère que vous serez présents pour l'épisode 2. À bientôt.